C'est Opération Sensible, un thriller, de Troy Stark, tome 4, écrit par Jack Mars, lu par Jean. Chapitre 1 6 janvier, 14h35 UTC, heure de Londres. Réservoir de Hornsey Wood, sous le parc de Finsbury, Londres, Royaume-Uni. Brandon, attends-moi. Amy Hegel avait suivi son rencard et s'était aventurée profondément sous terre, mais elle se retrouvait maintenant à lui courir après. « Viens, suis-moi » lui cria-t-il. Sa voix résonnait étrangement dans le souterrain sombre. Quelle que soit la direction dans laquelle elle regardait, tous les tunnels se ressemblaient, des voûtes en briques s'étirant au loin, de l'eau stagnante d'un brin ou d'un verre fétide sous ses pieds, et dans les rigoles d'écoulement à sa droite. Elle s'accrocha au mur suintant. Sa lampe frontale projetait des ombres lugubres. Chaque endroit qui n'était pas éclairé par le faisceau de sa torche était englouti par l'obscurité la plus profonde. « Tu ne trouves d'eau pas ça incroyable ?» dit Brandon. « Incroyable, incroyable, incroyable. »« Brandon !» le héla-t-elle. Sa voix ressemblait de plus en plus à un hurlement de panique. Elle ne le voyait plus. Elle discernait encore son ombre, il y avait à peine un instant, mais il avait désormais complètement disparu. C'était n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fabriquait? Rien ne l'avait préparée à ça. Elle était à Londres pour un mois, une période d'études hivernales entre 2 semestres. Ils appelaient ça un intervalle pédagogique, ou la CIO. Session de janvier. Mais tout le monde savait de quoi il s'agissait réellement. C'était surtout l'occasion de se rendre dans un autre pays, de rencontrer de nouvelles personnes et de faire la fête. C'était tout. Tes parents le savent-ils? Ils paient, non? Ils devaient bien sûrement être au courant. Ils avaient été étudiants. Elle avait pensé que ça pourrait être intéressant de rencontrer quelqu'un pendant son séjour. Elle était célibataire. Elle était très jeune, elle était américaine et vivait à Londres. Et les études qu'elle suivait ne lui demandaient non pas trop de travail jusqu'à présent. En fait, c'était plutôt facile. 4 crédits dont elle n'avait pas besoin dans un cours intitulé « Londres. Histoire, art et culture ». Le programme prévoyait une série de visites de musées et de monuments tels que le palais de Buckingham, Big Ben et le pont de Londres. 4 mois la séparaient de la remise des diplômes et du début de sa vie d'adulte. Alors pourquoi ne pas s'amuser un peu avant? Pourquoi pas? « Brandon !» Elle hurlait maintenant. Elle s'en rendait compte. Elle s'arrêta. « Ok. » Elle prit une profonde inspiration. « Ça va aller. » Amy savait qu'elle n'aurait pas dû le suivre jusqu'ici, mais la curiosité l'avait emporté. Plus que de la curiosité, l'euphorie du moment. Elle l'avait connu grâce à une appli de rencontre en ligne et il était presque trop beau pour être vrai. Grand, un peu plus d'1,80 m, les cheveux noirs et la mâchoire carrée. Il ressemblait à un acteur, ou peut-être à une rockstar. Sur l'appli, il se faisait appeler North End Brandon. Il l'avait invitée à sortir et elle avait accepté. Quelque chose de simple, sans se mettre la pression. Un endroit où ils pourraient discuter et décider s'il voulait se revoir. Il lui avait proposé d'aller prendre le thé et lui avait donné une adresse près de Piccadilly Circus. Mais en vérifiant, elle avait constaté qu'il s'agissait de l'hôtel Café Royal. C'était un goûter dînatoire, un high tea, et les prix étaient exorbitants. Elle lui avait envoyé un texto. « Je suis étudiante. Je ne peux pas me permettre ce genre d'endroit. » Quelques instants plus tard, elle avait reçu une réponse. « Ne t'inquiète de rien. Moi, je peux. » L'endroit était tellement somptueux qu'elle en avait eu le souffle coupé. Les plafonds étaient dorés et ornés de peintures comme ceux de la chapelle Sixtine. Il y avait des lustres en cristal et des nappes blanches. Elle avait eu l'impression d'être transportée ailleurs, à une autre époque. Elle n'avait pas arrêté de penser que le Paris des années 20 devait ressembler un peu à ça, même si elle ne savait pas d'où lui venait cette idée. Un pianiste jouait dans un coin
et sa musique résonnait agréablement en arrière-plan. Le service avait été impeccable. Tout sourire, John, leur serveur africain, avait fait preuve d'une grande connaissance en thé et leur avait proposé son propre assortiment pour les plats servis cet après-midi-là. Amy avait suivi ses indications et avait commandé ce qu'il leur avait suggéré. Brandon, quant à lui, avait demandé un espresso. Amy avait failli pouffer de rire. Brandon portait un veston, une chemise blanche et un pantalon de costume foncé. Ses ses chaussures en cuir étaient lundi, cirées de près. Une paire de lunettes de soleil bleu clair était perchée sur sa tête. « Un espresso » avait-elle dit. Après tout ça, il avait haussé les épaules. « Je préfère le café. À vrai dire, je ne suis pas grand amateur de thé, mais j'ai pensé que le high tea pourrait te plaire. C'est autre chose. » Elle s'était vraiment mise à rire cette fois-ci. « ça me plaît même beaucoup. » Elle avait passé un moment à l'observer. Il était si beau en personne que c'en était presque comique. Il était beaucoup plus attrayant en chair et en os que sur ses photos en ligne. « Maintenant, dis-moi, North End Brandon, qui es-tu vraiment? Quel genre de personne dépense 200 livres pour prendre le thé? Et dans ton cas, un espresso, avec une femme qu'il n'a jamais rencontrée auparavant. » Il l'avait regardée droit dans les yeux et avait penché la tête sur le côté. Il avait eu un moment d'hésitation, comme s'il se demandait s'il devait lui dire la vérité. Il avait pincé les lèvres. « Tu es très jolie, » lui avait-il dit. Elle s'était sentie rougir. « Merci, toi aussi. » Il avait souri. « Je m'appelle Brandon Ozdemir. Pas besoin de te rappeler mon nom de famille. Je ne vais pas te faire passer un interrogatoire, mais c'est turc. Mes parents sont originaires d'Istanbul. J'ai grandi à Londres, mais j'ai vécu dans un tas d'endroits. »« C'est pour ça que tu n'as pas d'accent, » remarqua Amy. Il avait acquiescé. « J'ai l'accent de partout et de nulle part. Mon père était négociant et nous avons beaucoup bougé. » Qu'est-ce qu'il vendait? Là, Brandon avait presque rougi. Un peu de tout ce que les autres étaient pronto prêts à acheter. Il acquérait des biens au moindre coût et les revendait au prix fort. Tu vois le genre. Amy avait hoché la tête. Ah, ça paraît très mystérieux tout ça, et un peu dangereux. C'est également le jeu de séduction auquel tu aimes de me jouer? Il avait secoué la tête. Il avait eu l'air presque triste qu'elle ait pu penser ça. Non, mais je vais te donner un exemple. C'est une histoire bien connue dans ma famille. Avant ma naissance, l'Union soviétique s'est effondrée. Mon père est allé vivre en Pologne pendant 1 an. En Russie, les gens n'avaient plus d'argent. Alors ils ont commencé à vendre tout ce qu'ils possédaient et qui pouvait avoir une certaine valeur. À la campagne, dans les lieux les plus reculés, il y a énormément d'icônes religieuses dans les maisons. Les familles vivaient au même endroit depuis des siècles. Certaines icônes avaient plusieurs centaines d'années. Quelques-unes remontaient même à plus de 1000 ans. « Des icônes ?» avait dit Amy. « Je ne suis même pas sûr de savoir ce que c'est. » Ce sont de petites peintures de saints, de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus ou du Christ sur la croix. Ils ont des auréoles dorées autour de la tête. Tu as déjà certainement dû en voir. Quoi qu'il en soit, mon père s'est installé dans une chambre d'hôtel à Varsovie. Des intermédiaires russes et ukrainiens acquéraient ces icônes et de les introduire clandestinement en Pologne. Le rouble ne valait plus rien et les gens étaient donc désespérés, alors ils les cédaient à bas prix. Mon père, qui avait jusque-là vendu des tapis, s'est mis à racheter ces peintures pour les revendre à des collectionneurs. C'est comme ça qu'il a commencé à faire fortune sur le dos des Russes qui avaient tout perdu. Ils n'avaient bien plus aucun espoir en l'avenir et vendaient leur passé pour quelques centimes. Amy avait gardé les yeux fixés sur Brandon. Il avait l'air penaud, presque honteux. Il n'arrivait plus à la regarder dans les yeux. John était arrivé avec le thé, l'espresso, les mini-sandwichs et les pâtisseries. Ces dernières étaient vraiment magnifiques.
Chacune était comme une petite œuvre d'art, et toute la nourriture était présentée sur une sorte de tour dorée. « C'est mal ?» avait demandé Brandon après le départ de John. « J'en ai trop dit ?» Elle avait secoué la tête. « Non, pas du tout. Où se trouve ton père actuellement? Il est toujours en vie ?» Brandon avait à nouveau souri. La tristesse semblait s'être évaporée en un instant. « Oh, il est bien vivant. Il a dû s'absenter pour un certain temps. Il reviendra dans quelques années. Rien qu'il n'ait les mérités. Le thé était-il bon? C'était le meilleur qu'elle en ait jamais bu. John lui avait dit de le laisser infuser encore un peu, ce qu'elle avait fait. Il avait pris une couleur orange foncé, et il était si acidulé qu'il lui avait déshydraté la langue en quelques secondes. Elle n'avait pas ajouté de sucre. Elle avait voulu apprécier son acidité dans toute sa splendeur. Le contraste avec le goût sucré des pâtisseries lui avait procuré une sensation presque impossible à décrire. Elle aurait été bien écrit une dissertation à ce sujet pour ses cours, mais les mots lui auraient manqué. Une fois le repas terminé, Brandon lui avait demandé si elle voulait qu'il se revoie à synthé. Amy avait acquiescé et souri. Elle ne savait pas quoi penser des histoires que Brandon lui avait racontées, mais ce goûter dînatoire avait été spécial et sa compagnie très agréable. Bien sûr, j'en serais ravi. J'ai 2 billets pour le match d'Arsenal à l'Emirates Stadium demain soir. Elle l'avait regardé fixement, sans comprendre. Arsenal, avait-il renchéri. C'est une équipe de foot. Si tu veux connaître le vrai Londres, il faut que tu ailles voir un match de foot. Les entrées sont chères? Il avait secoué la tête. Ne t'inquiète pas pour ça. Si tu ne l'avais pas encore remarqué, je suis plutôt à l'aise financièrement. On ira au match, avait-il dit en claquant des doigts. C'est à 17 heures, mais on peut se retrouver plus tôt pour quelque chose d'un peu moins fastueux qu'un high tea. Quelque chose de plus simple et qui ne coûte pas grand-chose. Il y a un joli parc non loin du stade, le parc de Finsbury. Il existe depuis l'époque victorienne. On pourrait y faire un pique-nique. J'adore l'idée. Alors tu amènes ce qu'il faut pour le pique-nique et je m'occupe des entrées pour le match de foot. Qu'est-ce que tu en dis? Super, avait-elle dit en hochant la tête. Et pendant qu'on est au parc, je t'emmènerai également vivre une aventure. Quand j'étais enfant, j'adorais explorer ce qu'on pourrait appeler le Londres invisible. C'est peut-être un côté que j'ai hérité de mon père. Il y a un endroit secret dans ce parc qui est vraiment incroyable, probablement l'un de mes endroits préférés dans toute la ville. Tu n'en croiras pas tes yeux. Une fois que tu l'auras vu, tu t'en souviendras toute ta vie. C'est tout ce que je peux te dire pour l'instant. Amy avait souri. Un pique-nique, une aventure et un match de football européen? Comment pourrais-je refuser? Brandon s'était couvert les oreilles. S'il te plaît, ne dis pas ça. Ça sonne mal. Amy avait froncé les sourcils. Pendant une fraction de seconde, elle avait cru qu'il était sérieux. Dire quoi? Un match de football européen, avait-il dit avant d'éclater de rire. Elle n'avait pu s'empêcher de rire également. Il était encore tôt pour le dire, mais ça ressemblait au début d'une belle histoire. Ils avaient bien pique-niqué et avaient jamais passé un bon moment. Ça n'avait pas été aussi extraordinaire que le high tea, mais c'était censé être la partie la plus prosaïque de leur rendez-vous. Il restait encore l'aventure et le match de foot. Le parc était très joli, avec beaucoup d'espaces verts et plusieurs étangs. Le pique-nique était composé de crackers, de fromage et de raisins. Amy avait également apporté 2 cubis de vin rouge. Le vin lui était démonté un peu à la tête, mais ça allait quand même. Lorsqu'ils eurent terminé de manger, il l'avait amené dans un bosquet d'arbres qui se trouvait en bordure du parc. Il avait un sac à dos avec lui et il en avait sorti une barre en fer. Il lui avait montré une vieille plaque d'égout, à moitié cachée par la crasse. Il l'avait brossée, avait inséré une extrémité de la barre en fer dans un trou de la plaque et l'avait soulevée. Un trou profond et sombre s'était ouvert à leurs pieds. Tout ce qu'elle avait réussi à distinguer, c'étaient les barreaux de métallique d'une échelle
qui s'enfonçait dans l'obscurité la plus totale. C'est un ancien réservoir souterrain datant du XIXe siècle. Il a été vidé de son eau. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un réseau de tunnels. Je parie que tu n'as jamais rien vu de tel. Brandon avait sorti de son sac 2 lampes frontales munies de sangles. Il en avait tendu une à Amy et avait attaché l'autre autour de sa tête. « Tu es prête ?» Elle avait regardé le trou béant à ses pieds. « Je ne sais pas. » Il avait souri. Il avait l'air enchanté. « Tu as peur ?» Elle avait hoché la tête. « Oui. Tu es sûr qu'il n'y a aucun danger ? J'y suis allé au moins 20 fois. » « Est-ce que ça répond à ma question ? » « On ne vit qu'une fois, » avait dit Brandon. Il avait allumé sa lampe frontale et avait commencé à descendre l'échelle sans elle. La lumière de sa torche s'était déjà affaiblie lorsqu'elle entendit sa voix résonner quelque part en dessous d'elle. « Tu viens ? C'est de la folie, Amy, » avait-elle marmonné. « C'est stupide. » Mais elle avait néanmoins descendu l'échelle, et maintenant, elle se retrouvait seule dans l'obscurité la plus profonde, sous le parc. Elle regrettait d'avoir accepté un rencard avec un inconnu, qui l'avait embarquée dans ce labyrinthe de tunnels sous la ville. Mais elle ne pouvait plus faire demi-tour. Elle ne savait pas comment sortir de là. Sa seule option, c'était de le rattraper. Elle accéléra le pas, son cœur battant à tout rompre. Ce fut alors qu'elle entendit un bruit, un léger raclement provenant de l'un des tunnels sur sa gauche. Elle se tourna dans cette direction, braquant le faisceau lumineux de sa lampe frontale devant elle. Alors qu'elle scrutait le tunnel, une silhouette émergea de l'ombre. C'était un homme, pas Brandon, quelqu'un d'autre. Il était grand et musclé, avec une barbe drue et des yeux perçants. Il portait un t-shirt noir et un jean, et ses bras étaient découverts de tatouages. Il lui sourit d'un air moqueur et se mit à la scruter de haut en bas. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» Sa voix était grave et rocailleuse. Il avait une pointe d'accent qui semblait être d'Europe de l'Est. Instinctivement, Amy recula d'un pas, le cœur battant la chamade. « Je cherche juste quelqu'un, » dit-elle en essayant de garder son calme. L'homme se mit à glousser. « N'est-ce pas le cas de tout le monde, ma chérie ?» dit-il en avançant vers elle. « On dirait que tu l'as trouvé, mais ici, tu pourrais trouver plus que tu ne cherches. » Dans le faisceau lumineux de sa lampe frontale, Amy aperçut des bagues luisantes à ses doigts. Ses mains étaient énormes. Elle se retourna pour s'enfuir, mais il l'attrapa par le bras et l'attira vers lui. Elle sentit le souffle chaud de son haleine dans son cou. « Où est-ce que tu vas ?» dit-il en serrant une main autour de sa gorge. Le cerveau d'Amy était en ébullition. Elle savait qu'elle ne pouvait pas le battre. Il était trop fort. Mais elle se souvint d'une chose qu'elle avait apprise lors de ses cours d'autodéfense. Elle n'avait pas besoin de se battre avec lui. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était parvenir à prendre la fuite. Dans un mouvement rapide, elle pivota sur elle-même et enfonça un coude dans les côtes de son agresseur. Il se mit à grogner, plus de surprise que de douleur, et lâcha prise. Elle se retourna et lui assena un violent coup de genou à l'entrejambe. « Oh !» dit-il en souriant. « Une vicieuse... » Mais elle était parvenue à se libérer de son emprise. Amy s'éloigna de lui et se mit à courir, en repartant dans la direction d'où elle était venue. Elle trébucha sur les briques glissantes, le faisceau de sa lampe torche, éclairant de tous côtés. Un rat lui passa subrepticement sur les pieds et elle poussa un cri, mais elle continua sa course. Elle entendait l'homme jurer derrière elle, mais elle n'osait pas se retourner. Elle courait aussi vite qu'elle le pouvait, le cœur battant à tout rompre, et sa lampe frontale éclairant le chemin. Soudain, elle aperçut une silhouette devant elle, grande et mince. C'était Brandon. Sa lampe frontale brillait de 1000 feux. Elle était si lumineuse qu'elle en fut presque aveuglée. « Amy, par ici !» cria-t-il. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle sentit une vague de soulagement la submerger et se mit à courir vers lui. Les muscles de ses jambes lui brûlèrent sous l'effort. Elle trébucha sur un rebord de maçonnerie
et faillit tomber la tête la première dans l'eau peu profonde. Elle pouvait entendre sa propre respiration. On aurait dit qu'elle suffoquait. Même son souffle résonnait en écho ici. Elle sentit le froid de l'humidité l'envahir. C'était le genre de froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. Elle portait une veste légère et un jean. Elle n'était pas habillée pour ça. Elle remarqua qu'elle était toute en sueur, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Elle se mit à frissonner. Brandon était debout, les yeux écarquillés. Il avait la bouche grande ouverte. Il avait l'air de ne pas comprendre ce qui se passait. Était-il vraiment aussi bête? Il l'avait littéralement abandonné dans cet endroit. Il tenait une brique en main, prêt à se défendre si nécessaire. Il avait sûrement dû la prendre parmi celles qui se détachaient comme des murs. « Est-ce que ça va ?» lui demanda-t-il. Il lâcha la brique dans l'eau. Elle tomba dans un grand plouf. Amy secoua la tête. « Non, ça ne va pas. Tu es fou? Tu vas avoir besoin de cette brique. Il n'y a pas que nous dans ce souterrain. » Brandon sourit. « Pourquoi chuchotes-tu? Beaucoup de gens viennent ici. » Elle avait l'impression de parler à toute vitesse. Il fallait qu'elle ralentisse pour qu'il puisse la comprendre. « Il y a un homme, un type costaud. Il a essayé de m'étrangler, mais je suis parvenu à me libérer. Il est à ma poursuite. Il est juste derrière moi. On doit, tout de suite, retourner à la surface. » Brandon secoua la tête. « Je suis désolé. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible. »« Comment ça? C'est impossible. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? » Prise de panique, la voix d'Amy était montée d'un cran. Le sourire de Brandon disparut. « Je veux dire par là qu'on ne va pas remonter tout de suite à la surface. Pas avant d'avoir obtenu ce pourquoi je suis venu. » Ses yeux se mirent à briller dans la lumière des lampes. Amy sentit son estomac se serrer. Elle avait vraiment été imprudente de venir ici avec cet homme. Ça ne faisait qu'1 jour qu'elle le connaissait. Elle le lui répondit lentement. Elle avait l'impression que c'était quelqu'un d'autre qui parlait. « Et pourquoi es-tu venu ici, alors ?» Brandon s'approcha d'elle. Une lueur redoutable brillait maintenant dans ses yeux. Son regard n'avait plus rien de réel. « Je suis venu ici pour toi, » dit-il à voix basse. « Tu ne le savais pas ?» Horrifiée, Amy recula d'un pas. Elle sentit les battements de son cœur s'accélérer. Il fallait qu'elle s'éloigne de cet homme, mais elle était piégée sous terre. Elle regarda frénétiquement autour d'elle, cherchant un moyen de s'enfuir. Ce fut alors qu'elle entendit un bruit venant de l'un des tunnels. Elle eut l'impression que son cœur cessait de battre. C'était le même bruit de raclement qu'elle avait entendu plus tôt. L'homme imposant de tout à l'heure surgit soudain de l'obscurité. Il était beaucoup plus massif que Brandon. Il se dressait au-dessus d'eux comme le monstre de Frankenstein. Brandon le désigna d'un geste du menton. « C'est mon ami. Il est descendu ici pour nous rejoindre. Son vrai nom est difficile à prononcer, mais tu peux l'appeler Mickey. » « Elle m'a donné un coup de pied, » dit Mickey. « Je n'aime pas ça. »« Elle a du répondant, » dit Brandon. « Je l'ai remarqué dès le moment où je l'ai rencontré. » Mickey haussa les épaules. « Ça ne me plaît pas. Je les préfère dociles. » Amy recula d'un pas. Un sentiment d'effroi l'envahit. C'était la pire situation qu'elle ait jamais vécue. C'était un cauchemar. C'était exactement comme ces histoires qu'on lui avait racontées à l'école primaire sur le fait de toujours se méfier des inconnus. Mais elle était tombée dans le panneau. « À quel jeu tordu jouez-vous » dit-elle d'une voix tremblante. Tout son corps frissonnait. Même si elle essayait de s'enfuir, ça ne servirait à rien. Elle ne savait pas où aller. Les tunnels se ressemblaient tous. Elle était complètement perdue. « Ce n'est pas un jeu, » dit Brandon. « C'est juste du business. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite fiole remplie d'un liquide transparent. « Qu'est-ce que c'est ?» dit Amy en regardant le flacon avec méfiance. Brandon brandit la fiole. « C'est un nouveau médicament, » dit-il d'une voix calme, presque bienveillante. « C'est une drogue merveilleuse. Elle te fera ressentir des choses que tu n'avais jamais ressenties auparavant.
Ça va te calmer et te donner une sensation intense d'euphorie. Tu en as probablement besoin en ce moment, n'est-ce pas? Amy le regarda fixement. L'effroi qu'elle ressentait s'intensifia. Il n'y avait pas d'échappatoire possible. Elle était piégée sous terre, avec deux hommes dangereux. « S'il vous plaît, dit-elle d'une voix faible, laissez-moi partir, je ne dirai rien à personne. » Elle leva les mains, c'était l'argumentation la plus logique. S'ils lui faisaient Sonteude du mal, ils allaient finir en prison. Ce n'était sûrement pas ce qu'ils voulaient. « Écoutez, on peut partir chacun de notre côté. Personne n'a besoin de savoir ce qui s'est passé. » Le sourire de Brandon se transforma en grimace. « Je crains qu'il ne soit trop tard pour ça, ami. » Il fit signe à Mickey de s'approcher. Il avança d'un pas, sa carrure massive se dressant au-dessus d'elle, comme un gratte-ciel ou une statue géante. Amy sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mickey l'attrapa. Il enroula un bras autour de sa taille et lui mit la main à la gorge. « N'essaye pas de résister cette fois-ci, ma belle. Tu ne ferais que te compliquer la vie. » La main sur sa gorge se resserra, l'empêchant de respirer. Elle tenta de lui donner à nouveau un coup de coude, mais il s'y était préparé cette fois-ci. Il se tenait juste à côté d'elle et légèrement en retrait. Le coude l'effleura à peine. Elle donna un coup de tête en arrière, une autre tactique d'autodéfense, mais elle ne fit que rebondir sur son torse massif. « Tu vois ?» dit Brandon. « Fougueuse, comme je te le disais tout à l'heure, même quand tout espoir était perdu. » Mickey s'esclaffa. Il resserra un peu plus sa prise sur la gorge d'Amy. « Non !» hurla-t-elle. Mais le mot parvint à peine à sortir de sa bouche. Brandon retira le papier d'emballage qui se trouvait au bout de la fiole. Il s'agissait en fait d'une seringue. Il enfonça légèrement le piston et une goutte de liquide transparent en sortit. « Détends-toi, dit-il. Ça ne te fera aucun mal. » Il remonta la manche de la veste d'Amy jusqu'au coude et pointa sa lampe frontale sur son avant-bras. Il prit un air concentré, comme s'il était médecin ou infirmier. Il lui tapota le bras plusieurs fois avant de le frapper d'un coup sec. « De bonnes veines, dit-il. « Super. » Il posa la seringue le long de son bras. Elle se débattit, mais Mickey lui serra le cou un plus fort. Un son sortit de sa gorge. C'était un son horrible. Ça ressemblait à « gueux, gueux ». Attrape son bras. Elle bouge trop. L'autre main de Mickey saisit son poignet et le serra comme un étau. « Arrête de bouger, » dit Brandon. « Juste une petite piqûre, puis tu seras parti pour de beaux grives. » Amy ressentit une vive douleur au moment où l'aiguille pénétra dans sa chair. Elle essaya de se libérer de l'emprise de Mickey, mais ça ne servait à rien. Il était trop fort. Elle sentit la drogue se répandre dans ses veines, à travers tout son corps, la réchauffant et s'emparant de tous ses sens. Elle sentit une vague d'euphorie l'envahir. Elle n'avait jamais connu ça auparavant, une bouffée de plaisir qui inondait chaque parcelle de son corps. Elle sentit ses muscles se détendre, son esprit devenir flou. Tout devenait indistinct et sans importance. Elle entendait encore la voix de Brandon au loin, mais elle semblait venir d'une autre pièce, puis d'un autre monde. Elle ne parvenait pas à se concentrer sur les mots qui sortaient de sa bouche, ni à comprendre ce qu'il disait. Il chuchotait peut-être dans une autre langue. Elle ne ressentait plus que le plaisir intense qui s'était emparé de son corps. Elle ferma les yeux, s'abandonnant à la sensation. Puis, elle perdit connaissance. Chapitre 2 7 janvier, 17h45, UTC, -5, heure de Washington. East 239th Street, Woodlawn, le Bronx, ville de New York. Tu es encore là? Aux dernières nouvelles, Noël, c'est fini. L'imposant Donnie Stark venait d'entrer dans le salon exigu de leur mère. Son frère Troy était affalé sur le canapé. La pièce était composée d'un divan, de 2 grands fauteuils inclinables, d'une petite table basse
et d'une télévision géante à écran plat juste en face. En ce moment, il y avait également un sapin de Noël dans le coin, illuminé et couvert de décorations. Il était orné d'extravagantes ampoules et guirlandes lumineuses, d'invraisemblables festons et décorations faites de pop-corn. Ça ne ressemblait à rien et risquait uniquement de provoquer un incendie. Il mesurait 2 mètres de haut et touchait le plafond. On ne pouvait même pas accrocher un ange au sommet. Donnie était le frère aîné du clan. Il avait presque 10 ans de plus que Troy. Et il avait une carrure imposante. Ils étaient tous robustes, mais Donnie était le plus grand d'entre eux. Il était flic à New York depuis 20 ans. Il devait lui distribuer des petits déjeuners gratuits parce qu'il commençait à prendre du poids. « Et le nouvel an », dit Eddie Stark. « C'est fini aussi. » Eddie était le second de la fratrie. Il était assis dans l'un des fauteuils et regardait les actualités qui défilaient en sourdine à la télévision. Il était fort, un torse imposant, de larges épaules, de gros bras, des jambes comme des troncs d'arbres. C'était un adepte de salle de sport, toujours occupé à soulever de la fonte. Il portait un jean et un t-shirt bleu foncé, sur lequel était imprimé un gros sucre d'orge. La légende disait « Il ne va pas se lécher tout seul ». Eddie avait longtemps travaillé comme agent infiltré pour les stupéfiants. Aujourd'hui, il était inspecteur à la criminelle. Il tenait une bière et dans son énorme main, la canette ressemblait à un jouet pour enfants. C'était l'une de leurs habitudes. Les 3 frères se retrouvaient souvent dans la maison où ils avaient grandi. « C'est fini depuis 1 semaine, » dit Donnie. Il se débarrassa de son gilet en laine. Il regarda Troy et sourit. « Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Ils n'ont plus besoin de toi en Europe? Ou est-ce que tout le continent est en vacances? »« Ça s'appelle des fêtes de fin d'année, » dit Eddie. Leur mère entra en trombe dans la pièce. Elle portait un jean et un pull. Elle avait l'air jeune pour son âge. Vu que Donnie était là, elle avait préparé du fromage et des crackers et avait disposé le tout sur un plateau, comme s'il s'agissait de hors-d'œuvre à un mariage chic. Elle le posa sur la table basse. « Allez-y, mangez, » dit-elle. « Dis, maman, » dit Troy, en ayant du mal à réprimer un sourire. « J'ai entendu dire que Donnie avait été promu inspecteur. »« En effet, » dit-elle en hochant la tête, « c'est un poste important. » Troy secoua la tête et sourit. Exactement ce qu'il fallait pour un homme de sa trempe. Donnie saisit son ventre proéminent à 2 mains. Le mouvement fit sortir sa chemise de son pantalon. « Hé, maman, qu'est-ce que tu as dit que Troy faisait déjà comme boulot? Pour qui est-ce qu'il travaille? »« Je ne sais pas, » dit-elle en secouant la tête. Eddie hocha la tête comme s'il venait d'assister à une tragédie. Il ne veut même pas en parler à sa propre mère. Mais où va ce monde? Il m'a dit que c'était une organisation caritative médicale et qu'il avait rencontré l'ambassadeur de Pologne, dit-elle. Sa mère était drôle. Elle aimait faire semblant de s'offusquer de leurs plaisanteries, mais elle finissait toujours par glisser de petites piques dans la conversation. Troy secoua la tête. J'ai dit que j'avais rencontré l'ambassadeur en Pologne. Ce sont 2 choses différentes. Comment est-ce qu'on devient ambassadeur? Dit Donnie. Ça ressemble à quelque chose qui me plairait quand je serai à la retraite. Troy haussa les épaules. Il devait improviser et inventer une histoire qui tienne la route. Il n'avait jamais rencontré d'ambassadeur, que ce soit de Pologne ou en Pologne. Le type m'a dit qu'il avait rencontré le président au sein de la fraternité Skull and Bones quand il était à Yale. C'est ça, le truc, faire partie d'une société secrète dans une université UP. Tu y rencontreras peut-être un politicien. Bref, il faudrait que je puisse remonter dans le temps, dit Donnie. Il semblait soudain moins enjoué qu'avant. Troy acquiesça. C'est ça. Mais je ne pense pas que tu aies raté quoi que ce soit. J'ai entendu dire que leurs membres faisaient le serment de ne pas boire d'alcool et qu'ils se collaient les fesses avec du ruban adhésif. Ça n'a pas l'air très alléchant, dit Eddie. Troy haussa les épaules. Ça va, tant qu'il n'enlève pas le ruban.
Ils se mirent tous à rire, sauf leur mère, qui réprima un sourire et retourna dans la cuisine. « Junior, tu veux une bière ?» dit Donnie en regardant Troy. Ce ne serait pas de refus. Eddie écrasa la canette vide qu'il tenait en main. « Et moi, tu ne me demandes pas ?» Donnie secoua la tête. « Non, tu n'es pas vraiment l'invité d'honneur ici. Contrairement à… » Il fit un geste de la main en direction de Troy, comme si ce dernier était un membre de la famille royale. « L'empereur d'Europe, » dit Eddie. « Gengis Khan. » Eddie semblait un peu ivre. Ça faisait déjà 1 heure qu'il était là. « Gengis Napoléon Khan, » corrigea Donnie. « C'est vrai, » dit Eddie en levant un doigt. Troy les regarda tous les deux. « Vous n'avez pas de maison où aller? Des femmes et des enfants qui vous attendent? » « Ils sont tous ensemble, à l'heure qu'il est, » dit Eddie. « Ils sont tous allés chez Pizza Hut. Ils peuvent bien s'empiffrer de pizzas en carton, boire des litres de soda et jouer aux jeux vidéo à leur guise. Donnie et moi, on a préféré venir ici. Personnellement, je ne supporte pas le bruit de cet endroit. »« Je pensais que tu étais un dur à cuire, » dit Troy. Eddie agita une main près de sa tête. « J'ai des oreilles délicate, qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours été comme ça. Tout ce bruit, ce chaos et le hurlement des gosses, ça me rend fou. » Un peu plus tard, ils se retrouvèrent tous assis autour de la table de la salle à manger. La présence des 3 frères donnait l'impression que la pièce était minuscule et leur frère Pat n'était même pas là. Leur mère avait préparé un gratin de pommes de terre qui consistait en une couche de patates, surmontée de bœuf haché, suivie de 3 sortes de fromages râpés et d'une dernière couche de pommes de terre. Le tout était cuit au four à 190 degrés. Troy avait entendu le détail de cette recette suffisamment de fois au fil des ans. Le gratin n'était qu'à moitié entamé, mais ils étaient tous rassasiés. Ils pourraient se retrouver sur une île déserte pendant 1 mois, et aucun d'eux ne souffrirait de la faim. « Non, pour de vrai, » dit Donnie qui était passé au vin blanc. « Pourquoi es-tu encore en ville? »« Pourquoi est-ce que tu bois du vin? » dit Troy. « C'est pour prendre moins de poids? »« Contente-toi de répondre à la question, » dit Donnie. « Donnie !» dit leur mère. C'était souvent à ce moment-là que les choses commençaient à se gâter lorsqu'ils avaient tous bu un peu. Mais Troy acquiesça. C'était normal qu'on lui pose des questions. Ça faisait maintenant 2 semaines qu'il était là. Alors pourquoi? Il connaissait de tous la nature de son travail, si ce n'était dans les détails, au moins dans les grandes lignes. Il était entré dans les forces spéciales de la marine dès sa sortie du lycée. Il était parti dans un camp d'entraînement à Great Lakes, dans l'Illinois, 2 semaines après avoir obtenu son diplôme. Il avait passé 1 an à se préparer pour entrer à la BUD-S et était devenu un SEAL à l'âge de 19 ans. 2 missions en Afghanistan, encore des entraînements, 2 déploiements classifiés au sein du commandement des opérations spéciales conjointes, le Niger, le Tchad. Puis, il avait été prêté à la CIA pendant un certain temps, faisant des allers-retours entre cette agence et les SEAL. Il avait ensuite coopéré avec une autre organisation, si l'on peut dire, un poste budgétaire secret qui n'avait même pas de nom. Au Pentagone, on surnommait le groupe l'atelier de métallurgie, ou souvent juste l'atelier. Puis il était allé en Syrie et ils avaient soudain décidé qu'il faisait preuve d'insubordination. Et maintenant, je dois me rendre à Washington pour témoigner devant un comité. J'y vais demain. L'audition a lieu lundi. Elle était prévue pour la semaine dernière, mais a été retardée pour une raison que j'ignore. Alors, je suis resté à attendre. J'essaie de reprendre ma vie en main. Il se frotta le front. « C'est pour cette histoire, en Syrie, » dit Eddie. « C'est pour déterminer ton statut ?» Troy secoua la tête. Il était difficile de parler de ces choses-là. Ses frères étaient aux flics, et c'était une affaire sérieuse. Ils avaient vu beaucoup de choses horribles.
Mais Troy doutait qu'ils aient vu le genre de choses qu'il avait vu, et il était impossible qu'ils aient fait certaines des choses qu'il avait faites. Non, dit-il. Pas exactement. C'est une commission sénatoriale, 2 commissions en fait, qui se réunissent ensemble, la commission sénatoriale des forces armées et celle du renseignement. Je suis censé témoigner. Un type que je connaissais a soudain réapparu dans le désert du Nouveau-Mexique il y a quelques semaines. Vu son été, il devait être là depuis un moment. Il faisait l'objet d'une enquête, et ils allaient te le faire venir, je suppose pour qu'il crache le morceau sur une affaire ou l'autre. Mais il a fini en nourriture pour chien. « Troy, s'il te plaît, » dit sa mère, « on vient de finir de manger. »« Il s'agit manifestement d'un suicide, » dit Donnie. « C'est ce qu'on dirait, » dit Troy. « En tout cas, c'est ce qu'ils veulent tort croire. »« C'était un de tes amis ?» demanda Eddie. Troy secoua à nouveau la tête. « Non, c'était un sale type. Celui qui l'a tué a rendu service à tout le monde. » Leur mère se leva brusquement et commença à débarrasser la table. « Tu as besoin d'un coup de main, maman ?»« Non, pas besoin, » dit-elle. Elle se retourna et se dirigea vers la porte de la cuisine. « Le jour où je ne pourrai plus mettre quelques assiettes dans le lave-vaisselle, c'est le jour où... » « Tu iras à la porte du paradis, » dit Eddie. Troy sourit. Ça faisait 20 ans que leur mère parlait de cet endroit. C'était un immense cimetière, situé sur une colline en banlieue. Des centaines de mètres de personnes défuntes, de James Cagney à Dutch Schultz, en passant par des dizaines de victimes du Titanic. Ils connaissaient tous cette blague de leur mère. Elle ne parlait jamais d'aller au paradis. Elle parlait d'aller à la porte du paradis. Donnie engloutit son verre de vin. En quoi cela va-t-il t'aider à récupérer ta vie? Donnie n'avait jamais su boire doucement. De la même manière, il n'avait jamais appris à mâcher sa nourriture. Il se contentait de l'engloutir comme s'il alimentait un moteur à charbon. « Quelqu'un m'a proposé un marché, » dit Troy. « Est-ce que tu imagines ça? Tout ce que j'ai à faire, c'est de dire qu'à ma connaissance, le défunt était un grand patriote et que je n'ai pas la liberté de discuter des détails des missions qu'ils évoqueront, si tant est que ces missions aient réellement existé. Et qu'est-ce que tu reçois en échange? » Troy haussa les épaules. « Une démobilisation avec les honneurs, si c'est ce que je veux, ou une réintégration avec 12 ans de service et une retraite dans 8 ans. Certaines de mesures disciplinaires seront rayées d'ombre de mon dossier. » Ça paraît être un bon plan, dit Donnie. Le fait qu'une démobilisation ou une pension soit négociable en échange d'un témoignage n'eut pas l'air de le perturber, ni de le déranger le moins du monde. Il travaillait pour les services de police d'une grande ville. Tout était négociable. « Ça l'est, » dit Troy, « et je n'ai de toute façon pas le droit de parler des missions secrètes auxquelles j'ai participé. Cette partie-là ne pose aucun problème. Mais il sera beaucoup plus difficile d'appeler l'homme en question un grand patriote. C'était un salopard. Il a fait beaucoup de choses qu'il n'aurait pas dû faire, et on l'a mis à la tête de missions clandestines dans des pays étrangers où personne ne pouvait savoir ce qui se passait. « Qu'est-ce que tu vas faire alors ?» dit Eddie. « Je vais dire la vérité, telle que je la vois, et j'espère que ça suffira. »« C'est un choix difficile, » dit Donnie. « Tu fais preuve de beaucoup d'intégrité, petit frère. » Troy fit teinter sa canette de bière contre le verre de vin de Donnie. « Merci. »« Tu veux que quelqu'un t'accompagne jusque-là » dit Eddie. « Pour un soutien moral ?»« On peut aussi venir à 2 si tu veux, » dit Donnie. Troy sourit. C'était un sourire nostalgique. Il y eut une époque où ils s'étaient soutenus mutuellement dans chaque baston qui pouvait survenir. Mais c'était une époque où tout était plus simple, avec des combats plus ordinaires. Ils n'étaient plus aussi jeunes. La vie était 100 fois plus compliquée qu'elle ne l'était autrefois, et ce n'était plus aussi romanesque. « Non, mais merci beaucoup pour l'offre. C'est quelque chose dont je dois m'occuper tout seul. » Chapitre 3. 9 janvier, 10h,
15. UTC-5, heure de Washington. Sénat des États-Unis. Commission spéciale sur la conduite des opérations militaires et de renseignement. Washington. Monsieur Stark, vous faisiez partie des Navy SEAL, c'est bien ça? Troy était assis à une longue table, en bois, avec un microphone posé devant lui. Devant le micro, un panneau triangulaire portait son nom, Troy Stark. Une petite bouteille d'eau en plastique se trouvait à ses côtés. La salle avait de hauts plafonds voûtés, auxquels 3 lustres blancs étaient suspendus. La lumière était vive et dégageait un peu de chaleur. Il la sentait jusqu'ici. En face de lui, sur une sorte d'estrade lambrissée, un groupe de sénateurs était assis en un long arc de cercle qui l'enveloppait à la fois sur sa gauche et sur sa droite. Derrière lui, assise sur une rangée de chaises empilables, se trouvait un tas de personnes munies de bloc-notes et de tablettes numériques. De grandes caméras avaient été installées de part et d'autre de la salle, et un homme muni d'un microphone à perche se trouvait sur l'un des côtés. La moquette au pied d'Art de Troy était bleu foncé, avec une sorte de sceau ou d'insigne blanc, disposé environ tous les 2 mètres. Troy résista à l'envie de fixer le sol pour savoir ce que cet emblème représentait. Il portait un costume bleu et une cravate rouge. Cette dernière l'étranglait. Il n'était pas du tout à l'aise physiquement, et il ne voulait pas que les sénateurs pensent que c'était par peur de les affronter. Troy avait cette même sensation à l'estomac qu'il avait parfois avant le combat. Ce n'était pas des papillons. Ce n'était rien de spécial, en fait. C'était presque une absence de sentiment. Il n'avait aucune sensation dans les tripes. Il n'avait aucune pensée précise à l'esprit. Il était juste là. Tout ce qui s'était passé avant ça l'avait amené jusqu'ici. Il n'y avait rien d'anormal en ce moment même qui ne l'ait pas déjà été avant qu'il n'arrive. Il était là où il devait être. Oui, monsieur, c'est exact. Laissons pour l'instant de côté les questions soulevées par certaines parties de vos états de service auxquels nous avons accès et qui semblent avoir contribué à votre départ de la Navy. J'aimerais vous poser quelques questions sur les parties auxquelles nous n'avons pas accès et qui pourraient en être importantes pour le travail de cette commission. Troy avait une fois entendu dire que la politique, c'était du show business pour les gens moches. Ce type, le sénateur Milton McDougall, du Tennessee, semblait confirmer cette thèse. Il était vieux et ressemblait à une sorte de buse ou de vautour, avec un long cou et une tête qui retombait jusqu'au microphone placé devant lui. Il avait une caroncule au niveau du cou, comme les oiseaux. Ses cheveux étaient fins et étaient gentiment brossés en arrière sur le sommet de son crâne. Ses épaules étaient tellement voûtées qu'on aurait dit que son dos ou sa colonne vertébrale avait été brisée. Troy regarda la rangée de sénateurs qui lui faisait face. Il y avait 10 hommes et 3 femmes, tous des monuments de laideur humaine. « Monsieur Stark? Oui, répondit-il. Vous êtes d'accord? Troy acquiesça. Oui, je ne savais pas que c'était une question. J'ai été convoqué ici. J'ai pensé que vous alliez vous lancer directement. Un rire étouffé parcourut les gens qui se trouvaient derrière lui. En d'autres termes, je suis d'accord, sénateur. L'homme hocha la tête. Ses lunettes étaient posées sur le bout de son nez, tandis qu'il examinait des documents qui se trouvaient sur le bureau devant lui. Dans le cadre de votre travail avec les Navy SEAL, vous avez été de temps en temps prêté au commandement des opérations spéciales conjointes, n'est-ce pas? Troy haussa les épaules. On peut dire ça sans risquer de se tromper, monsieur. J'étais ce qu'on pourrait appeler un opérateur spécial, alors. Et lorsque vous étiez rattaché au commandement des opérations spéciales conjointes, vous faisiez parfois partie d'un sous-groupe top secret et hautement confidentiel qui n'avait ni nom ni budget officiel, mais qui était surnommé l'atelier métallurgique, ou même simplement l'atelier, n'est-ce pas? Troy resta silencieux. Ça ne le surprenait pas vraiment qu'il connaisse ce nom.
Ce qui l'étonnait un peu, c'était que l'homme le mentionne à voix haute et le communique au grand public. « Monsieur Stark, je n'ai pas connaissance d'un groupe ou d'un sous-groupe portant ce nom, monsieur. Et si j'en avais connaissance, je ne serais pas actuellement disposé à... » « Vous n'avez jamais entendu parler de l'atelier métallurgique, monsieur Stark ?» La question avait été posée par une femme assise le long de l'arc de cercle, à l'extrême gauche de Troy. Elle portait également une paire de lunettes posées sur le bout du nez et ressemblait un peu à un oiseau, mais plus à un corbeau qu'à une buse. Elle avait des cheveux noirs et était un peu plus jeune que MacDougall. Pourquoi tourner autour du pot? Non, madame, je n'en ai jamais entendu parler. Derrière Troy, un brouhaha de voix se fit entendre. Silence, s'il vous plaît, lança un homme à la voix grave dans un microphone. Ce n'était pas l'un des sénateurs. Il était assis à un bureau à droite de Troy, à mi-chemin entre lui et les sénateurs. C'était un homme de grande taille et de forte corpulence. La petite pancarte triangulaire posée devant lui était orientée dans l'autre sens. « Madame, dit Troy, votre collègue a décrit le groupe en question comme étant hautement confidentiel. Donc, s'il avait jamais existé et que j'en avais entendu parler, je n'aurais de toute façon pas la liberté de l'évoquer. » La buse reprit le micro. « Monsieur Stark, des informations divulguées à cette commission suggèrent que vous avez été impliqué dans pas moins de 5 missions confidentielles sur une période de 3 ans, en tant que membre de l'atelier. Ça vous rappelle quelque chose? » Troy secoua la tête. « Non, monsieur. D'autres informations fournies à cette commission relient l'atelier métallurgique à des crimes violents et à de possibles violations des droits de l'homme, y compris des vols, des fusillades et des meurtres au Mexique, au Salvador, au Honduras, en Colombie et au Brésil, ainsi qu'à des rumeurs de crimes et de violations similaires commis dans une demi-douzaine de pays d'Afrique. » Troy fit une pause, prit une profonde inspiration et but une gorgée d'eau. Il se pencha vers le micro. « Je n'ai aucune information concernant ces événements, sénateur, si tant est qu'ils aient réellement eu lieu. Et lorsque j'ai été convoqué à cette réunion, on ne m'avait pas dit que c'était pour y être jugé. » La buse secoua la tête. « Vous n'êtes pas là pour être jugé, monsieur Stark. Vous n'êtes accusé d'aucun crime. Nous essayons juste d'obtenir des informations de votre part. »« Ok, » dit Troy en hochant la tête. Il but une autre gorgée de son eau. « Monsieur Stark, connaissez-vous un homme du nom d'Enrico Morales? » On y était, là où le bat blessait. Tout ce qui avait précédé avait été facile. L'atelier métallurgique était une organisation top secrète. Officiellement, elle n'existait pas. Et si ça avait été le cas, il était techniquement illégal pour Troy d'en parler. Et que savait-il vraiment? Rien. Il savait ce qu'il avait vu, mais il ne savait pas pourquoi c'était arrivé, ni ce que ça signifiait. Il était arrivé hier en train à Washington. Pendant tout le trajet, il avait neigé avec une sorte de pluie verglacée et un ciel gris et bas qui dominait tout. Le train était passé par Newark et Trenton, puis Philadelphie, Wilmington et Baltimore. Les ici, les rails avaient traversé des ruelles sombres en passant par l'arrière des bâtiments. Tout avait l'air lugubre et délabré. Il n'avait fait qu'apercevoir des silhouettes courbées, se frayant un passage à travers les ruines d'une société industrielle. De nombreux bâtiments avaient ensuite été brûlés, ou auraient dû l'être. Quelques-uns étaient flanqués par les décombres de leurs façades effondrées. Des ordures s'entassaient dans les ruelles et dans les cours. Des feux brûlaient dans des barils en métal autour desquels des gens se réchauffaient les mains. Des enchevêtrements de graffitis indéchiffrables étaient les seuls éléments colorés. Tout le reste était gris et brun. Partout où Troy regardait, il voyait des signes d'abandon et de délabrement. Et eux, ils étaient là, un peu partout dans le monde, à mener des opérations au nom de ces gens. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.